ICL. 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 ICL à la pointe de l'informatique. Au cœur du noir, il y a une force. Drakkar Noir de Guy Laroche. Vivez la force. Dans À la folie dimanche, le résultat d'un sondage. Pour quel candidat non politique voteriez-vous à la présidentielle? Le gagnant sera sur le plateau et c'est une surprise. Présent également les chœurs de l'équipe de France de rugby au lendemain de Galles-France, mais aussi Gérard Lenormand, André Dussolier et la fille de Jacques Brel, France Brel. André Dussolier, France Brel, Gérard Lenormand, à la folie, sur la une. La parole est d'argent et le silence est d'or. C'est aussi la devise du milieu. Mais ce soir, les gros caïds ne resteront pas muets. Elliot Ness a les moyens de les faire parler. Un nouvel épisode des Incorruptibles vers minuit et demi. Dans l'immédiat, une dernière avec Jean-Michel Lelio. Excellente fin de soirée à tous sur la une. Et oui, Cocorico, le chant du coq a retenti 2 fois en ce samedi, d'abord à San Remo, sur la Via Roma, lorsque Laurent Fignon a battu l'Italien Fondriès au sprint pour la victoire dans la célèbre Primavera, la première classique du printemps. Ce sprint royal devrait marquer le retour au premier plan du champion français après 2 années difficiles. Ce sera peut-être pour lui le fameux déclic psychologique qu'il recherchait depuis plusieurs mois. Et l'autre Cocorico, c'était à Cardiff, sous une pluie battante. Là, il fallait avoir des tripes pour résister aux assauts gallois. Ce succès par 10-9 de l'équipe de France lui permet de terminer à la première place du tournoi des 5 nations. Première place que l'équipe devra partager avec les adversaires d'aujourd'hui, Alain Tolaire. 3 coups de pied de pénalité au total. Le premier ici de Jean-Baptiste Lafont, auquel répond Thornburn une poignée de minutes plus tard. 3 partout à la mi-temps. Bon début de deuxième mi-temps, mais nouvelle fois, Lafont ici, 6-3, lorsque, à la 65e minute, Berbizier s'infiltre, sert Blanco intercalé, l'Escarboura feinte la passe et marque malgré le plaquage. Transformation ratée, Pays de Galles 3, France 10. Superbe. 10 minutes plus tard, attaque galloise depuis ses 22 mètres. Davies, Thornburn qui sert Evans. Evans tape à suivre pour lui-même. Évite Blanco et Lagisquet avant d'aplatir. Galles 9, France 10. Les Français remportent le tournoi des 5 nations, ex aequo avec les Gallois. Dernier match de Daniel Dubroca. Enfin, l'autre intérêt sportif de la journée, c'était le championnat de France. Et là encore, Cocorico, puisque les clubs français ont gagné, Monaco a été battu, Frédéric. Monaco a été battu, j'aurais été ennuyé pour vous répondre s'ils avaient gagné, mais ils ont perdu, et cela à Bordeaux, vous le savez, c'était le match au sommet de cette 28e journée du championnat de France. Bordeaux s'est magnifiquement repris après ses défaites et ses éliminations en Coupe de France, puis en Coupe d'Europe. On va voir ce qui s'est passé ce soir. En tout cas, le championnat est relancé, puisque 3 points seulement séparent ces 2 équipes. Donc direction d'abord Bordeaux, c'était ce soir, enfin tout à l'heure, hier soir presque. Zoran, le numéro 3, vous l'avez reconnu, donne à Zlatko le numéro 7. Il s'agit bien sûr des jumeaux Viovic, un centre repris par José Touré. Et Bordeaux, en bleu marine donc, même 1-0, on jouait depuis 1 minute seulement. 27 minutes plus tard, Zoran est fauché sur le côté gauche. Coup franc Bijota, repris par Zlatko, Viovic évidemment. Et Bordeaux mène 2-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, faute de René Girard, regardez bien, il renvoie le ballon avec la main droite. C'est un pénalty pour Monaco, transformé par Atley. Et Bordeaux ne mène plus que 2-1, mais l'emporte finalement 3-1. Troisième but marqué sur coup franc par Bijota, bien aidé en l'occurrence par Ettori. On se rend au Parc des Princes, où le Matra Racing recevait Montpellier en rouge. RS en première période, mais en deuxième, Pérez ouvre le score pour Montpellier, qui n'avait pas encore gagné un seul match cette saison sur terrain inverse.
Le Matra Racing n'en avait pas perdu un seul à domicile, mais tout arrive. Deuxième but pour Montpellier, marqué par Loret. Superbe. Le Matra Racing battu donc 2-0. Nice contre Marseille, là aussi, tout se joue en deuxième période. Une grosse bévue de Bell, le gardien marseillais, sur une tête d'Elsner. Nice mène 1-0, puis 2-0. Deuxième but signé Ndioro. Sur penalty, à 20 minutes de la fin, Papin réduit l'écart. Marseille n'est plus mené que par 2-1, mais s'incline 3-1. Troisième but niçois, marqué en fin de match par Bocandé. Nantes recevait Lens. Après un quart d'heure de jeu, Anziani ouvre le score. Lens est mené 1-0. Les Nantais n'avaient plus gagné le moindre match depuis près de 5 mois. Ils marquent une deuxième fois par Buruchaga et remportent 2-0. Une victoire très attendue, évidemment, par leurs supporters. Enfin, Lille en blanc contre le Paris Saint-Germain, un seul but. Lille l'emporte 1-0 grâce à un but marqué par Mebati. On va donc voir les panneaux, les voici. Metz, Auxerre 1-0, Saint-Étienne, Le Havre 2-1. Laval-Bacane 2-1 également, premier but lavallois à la première minute, le deuxième à la dernière. Toulon-Niort 1 partout, Brest et Toulouse 1-0. Le reste, on l'a vu en image. Le classement, tout se trouve relancé puisque Monaco n'a plus que 3 points d'avance donc sur Bordeaux. Le Matra Racing a, semble-t-il, laissé passer une belle occasion de se mêler à la lutte pour la première place. Cela dit, rien n'est joué. En revanche, en bas de tableau, les jeux sont faits pour le Havre. On voit mal comment cette équipe pourrait éviter la deuxième division alors que le Paris Saint-Germain ne doit qu'à une meilleure différence de but de devancer Brest en fin de tableau. Deuxième division, groupe A. Sochaux a marqué moins de buts qu'à l'habitude, mais a tout de même gagné. Derrière, Lyon et Monceau-les-Mines ont gagné également, mais restent respectivement à 13 et 12 points de Sochaux. Groupe B, grâce à un but de Specht, Strasbourg a battu Caen 1-0. À 8 journées de la fin, les Alsaciens ont 5 points d'avance sur Caen et au moins un pied et demi en première division. En basket, vous allez lire les résultats tout de suite. Limoges facilement, tout auréolé de sa victoire en Coupe d'Europe. Orthez plus difficilement de 2 petits points et Cholet a été battu par Monaco. Voilà pour la page sportive. Chaque journée apporte son drame. Aujourd'hui, c'était à Belfast. Quelques milliers de catholiques accompagnaient la dépouille de Kevin Brady, tué par un extrémiste protestant mercredi au petit cimetière de Milton, à Belfast-Ouest, lorsque, soudain, écoutez le reportage de Stéphane Manier. Le drame va se produire au moment où le cercueil du militant de l'IRA sort de l'église Sainte-Agnès. Les témoignages divergent sur le point de départ. Certains affirment que la voiture fonçait au milieu de la foule, d'autres disent qu'elle voulait seulement se dégager. Le reste de la scène est filmé et il est terrible. La voiture a été bloquée des deux côtés par des taxis. Des jeunes gens déchaînés se précipitent sur elle et cherchent à atteindre les 2 passagers habillés en civil. Soudain, quelque chose se produit dans la voiture qui fait s'enfuir les assaillants. Peut-être l'un des 2 hommes a-t-il sorti un revolver. Mais l'un des agresseurs n'a pas été effrayé. Il casse la vitre du passager avant à main nue pendant qu'un autre s'attaque au pare-brise à coups de manivelle. À l'intérieur, l'un des 2 hommes, sans doute terrorisé, fait feu avec son revolver. Les assaillants ne sont désarçonnés que quelques instants. Ils reviennent très vite à la charge, s'acharnent sur les vitres et les portières et finissent par arracher de leur siège les 2 hommes ensanglantés. Le reste ne sera pas filmé. Certains jeunes mettent leurs mains devant les objectifs et menacent les caméramans. Des journalistes témoins disent que les 2 hommes ont été emmenés dans un taxi, puis qu'ils ont entendu des rafales d'armes automatiques. On retrouvera quelques minutes plus tard leur corps criblé de balles sur un terrain de sport voisin. Leur voiture a été retournée et incendiée. L'armée confirme alors qu'il s'agissait de 2 soldats habillés en civil. L'IRA, quant à elle, a revendiqué la responsabilité de ces 2 morts. L'armée républicaine irlandaise affirme que les 2 hommes faisaient partie des services spéciaux de l'armée de l'air britannique, les SAS, ce qui a été démenti ce soir. Une photo montrée à la BBC ce soir aussi révèle que l'un des hommes de la voiture avait sorti son revolver mais n'avait pas tiré. En Amérique centrale, le Nicaragua vient de marquer un point en obtenant l'envoi un prochain jour d'une mission d'enquête de l'ONU dans la zone des combats à la frontière du Honduras. Brigitte Garambois. Selon le Honduras, 1500 à 2000 soldats sandinistes seraient toujours présents sur son territoire.
Ils occuperaient 60 km² du département d'Olancho, près de la zone frontalière. L'armée hondurienne s'apprête à une grande offensive et le président Azcona a demandé l'aide d'hélicoptères américains pour acheminer ses troupes vers cette zone. Le président hondurien a précisé hier que son aviation bombarderait au plus tard ce soir les positions tenues par les troupes nicaraguayennes. Une partie des 3200 soldats américains envoyés au Honduras a été transférée dans cette zone de combat et les responsables n'excluaient pas la possibilité d'une aide plus concrète qu'une simple mesure d'intimidation. Et selon un porte-parole de l'armée du Honduras, les troupes du Nicaragua quitteraient ce soir le territoire hondurien. Au Panama, il est de plus en plus question d'un prochain départ du général Noriega. Là encore, l'influence américaine se ferait pressante. Commentaire sur la situation au bord du canal de Panama par Laurent Aubaine. Alors qu'aujourd'hui l'état d'urgence a été étendu à tout le pays et que le retour à une situation normale semble difficile, le général Noriega, l'homme fort du Panama, serait sur le point de quitter le pays. Un envoyé spécial de Washington, William Walker, est arrivé jeudi à Panama pour rencontrer Noriega afin de mettre au point les modalités d'un départ de celui-ci. Des modalités qui accorderaient à l'homme fort du pays un exil vers un pays tiers, sans doute la France ou l'Espagne, et ceci en échange de concessions de la justice américaine. Celle-ci abandonnerait ses poursuites et sa demande d'extradition contre le général panaméen, accusé de trafic de drogue par un tribunal de Miami. L'opposition, qui a appelé à une grève totale pour lundi, ne semble pas être au courant de telles tractations et annonce qu'elle accepterait un départ du général, quelles qu'en soient les conditions. Et puis ça change toutes les minutes selon une dernière dépêche. Le général Noriega aurait rejeté les propositions d'exil. Le Premier ministre espagnol Felipe González a confirmé en Espagne que le général Noriega pourrait bénéficier de l'asile politique en Espagne ou en France. François Mitterrand était d'ailleurs l'hôte du Premier ministre espagnol en Andalousie aujourd'hui. Journée tranquille, écrivent les observateurs, pour des entretiens qui ont porté sur l'unité monétaire et la sécurité européenne. Bernard Volcker. Dernier voyage à l'étranger du septennat pour le président Mitterrand, venu sans doute annoncer à Felipe González qu'il va se représenter. Mais au programme des entretiens dans une ferme des bords de l'Atlantique, il y avait aussi et surtout la construction européenne. L'Espagne en retire des bénéfices visibles dans cette région agricole et elle compte sur la France pour s'affirmer politiquement. M. González a parlé de participation à la défense de l'Europe avec la France et la République fédérale. Sans doute pour compenser le départ d'une partie des soldats de l'OTAN exigé par l'opinion publique espagnole. Le projet allemand d'accélération de la création de l'Europe financière et monétaire a également été abordé. L'Espagne et la France iront-elles aussi loin que le voudront les Allemands? On le saura au prochain Conseil européen à Hanovre. Et ce déplacement est théoriquement le dernier voyage à l'étranger du président de la République avant le premier tour. François Mitterrand, rentré ce soir à Paris, n'ira pas au Bourget demain, assister au grand rassemblement du PS. Il enverra un message vidéo qui pourrait, dit-on, délivrer un indice supplémentaire quant à sa candidature. Un autre sondage, publié demain, c'est déjà aujourd'hui, par le journal du dimanche, indique d'ailleurs la stabilité pour François Mitterrand, puisque 55% des personnes interrogées se déclarent satisfaites du président de la République. 48% sont satisfaites de Jacques Chirac, Premier ministre, 1% de plus qu'en février, et 59% ont une bonne opinion de Raymond Barre. Le député de Lyon, lui, est aux Antilles. Il a dansé avant l'été à Pointe-Noire en Guadeloupe, et puis, lors du meeting qui a suivi la Biguine, il a défini le rôle de l'État. Écoutez, Raymond Barre. Il faisait chaud là-bas. Mais si l'État est fort, il doit aussi et d'autant plus être impartial. Je l'ai déjà dit en métropole, mais je le répète avec force ici en Guadeloupe, qui a trop souffert des excès partisans de quelque bord qu'ils soient. L'administration doit être neutre, car elle est au service de tous et non d'un clan ou d'un parti. Quant à Jean-Marie Le Pen, il ne donne pas dans la nuance, c'est le moins qu'on puisse dire, en déclarant que si Françoise Sagan était une trafiquante de drogue, il se prononcerait pour la peine de mort à son encontre. Et il a expliqué ce soir à Perpignan ses propositions sur la sécurité. Valérie Nataf. Moi ou le chaos, le candidat Jean-Marie Le Pen n'a pas laissé d'autres alternatives à ses électeurs ce soir à Perpignan. Si nous pouvions faire à notre pays le cadeau inestimable de lui faire l'économie de la décadence ou de la révolution,
nous aurions été justifiés dans notre effort et dans notre espérance. Le bonheur n'est donc pas pour demain. Le président du Front National adopte sans doute ce discours menaçant pour mieux se démarquer des candidats de la majorité, candidats surtout aptes à promettre, dit-il. On chante Noël à Pâques et on est là comme le Père Noël avec sa hotte pleine de chèques d'hiver, de cadeaux, et l'on distribue à chacun. Ce n'est pas facile d'être Cassandre, avait prévenu Jean-Marie Le Pen. Le rôle semble pourtant bien lui plaire. Toujours des grèves paralysantes des cars ferries du côté de Calais en raison des arrêts de travail des marins de l'armement SNCF. 600 poids lourds attendent la fin du conflit. La compagnie Sealink recommande aux transporteurs routiers d'éviter Calais ces prochains jours. Les inspecteurs de police, autonomes et en civil, sont mécontents eux aussi, et l'un de leurs syndicats, qui représente 50% des effectifs, réclame l'organisation d'états généraux de la sécurité. Philippe Madelin était avec eux. Les inspecteurs de police profitent de la campagne présidentielle pour faire monter les enchères, surtout pour exprimer leur colère face à des promesses de réforme faites par Robert Pandreau, des promesses qu'ils estiment non tenues. Qui crée l'anarchie? Qui démobilise nos collègues? Et dans quel but? Monsieur Pandreau, avez-vous une réponse à ces questions? Si oui, nous sommes là, aujourd'hui, parce que nous sommes en colère et que nous voulons que le pays le sache. Français, votre police vous le garde. Les inspecteurs de police sont inquiets pour l'avenir. Conditions de travail toujours médiocres, restriction des crédits, concurrence avec la gendarmerie. Agacés par ce qu'ils considèrent comme la récupération politique des derniers succès contre le terrorisme, les inspecteurs ont le sentiment d'être négligés. Le tiercé, il fallait jouer 1-9-5 à Saint-Cloud ou 9-1-5. Cela vous rapporte 200 francs dans l'ordre, c'est pas beaucoup. La moitié dans le désordre. Si vous ajoutez le 13 pour le quartier plus, vous avez gagné 345 francs 60 dans l'ordre ou 86 francs 40 dans le désordre. Le loto, les numéros gagnants vont s'inscrire sur l'écran. Voilà qui est fait. 15, 17, 23, 31, 43, 45 avec le 7 en numéro complémentaire. Et si vous n'avez rien gagné du tout, vous pourrez toujours vous consoler en regardant Jean Offredo dans Bonjour la France et Dominique Bromberger à 13h et 20h. Dans quelques instants, la météo avec Alain Chilot-Pétré. Bonsoir. Bonsoir et presque bonne nuit. Un rappel météo à la fin de cette journée de samedi. Printemps gris, mais printemps tout de même, puisqu'il faisait 24 degrés cet après-midi à Perpignan. Autant vous dire qu'il fait très doux, parce que nous sommes dans un flux d'ouest à plutôt sud-ouest maintenant. Et évidemment, beaucoup de nuages qui nous viennent de l'océan, et il y a de la réserve derrière. Mais la bouffée de chaleur est là, ce qui fait que nous avons eu ces températures tout à fait formidables et printanières. Quel temps aurons-nous cette nuit et demain matin? Eh bien, sur le sud, surtout le sud-ouest jusqu'au sud de la Corse, un ciel dégagé ou du soleil demain matin. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez de nuages. Et si vous voulez, sur la moitié nord du pays, en débordant sur le Lyonnais, le Beaujolais et la Savoie, de la pluie ou de la neige à partir de 1600 à 1700 mètres. Monsieur du pipi de rien du tout, hein, du pipi de chat, comme on dit. Côté température pour cette nuit formidable, les extrêmes, 4 degrés au nord-est, ce qui n'est pas froid, et 12 degrés à Perpignan, ce qui est très bon. Il faisait 15 la nuit dernière, 10 degrés ici à Brest. Vous voyez que c'est très doux sur tout le pays. L'après-midi, le soleil gagnera un peu vers le nord, ce qui fait que sur le tiers sud de la France, vous aurez du beau temps avec quelques petits passages nuageux. Et sur les 2 tiers restants, eh bien le même temps que le matin, savoir des nuages et des pluies intermittentes. Côté température, regardez-les bien, elles sont vraiment printanières. De 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à Paris, et de 14 à 19 degrés au sud, 19 à Biarritz et 19 ici à Marseille. En fait, à quoi sert-il de faire la subdivision nord et sud, puisqu'il fait vraiment très doux, et il est possible encore qu'aujourd'hui nous atteignions et dépassions les 20 degrés. C'est tout le bonheur que je vous souhaite si vous pouvez en profiter. Bonne nuit et à demain, 7h pour Bonjour la France, Bonjour l'Europe avec Jean Offredo. GMF, la sauvegarde, premier assureur des particuliers.
Quand on n'est pas sûr de ses pneus, stop. Il faut changer pour des pneus capables de vous conduire en toute sécurité. Le pneu extra large Eagle MCT Goodyear. Goodyear, le pneu qui gagne en Formule 1, vous redonne tout le plaisir de conduire. Goodyear, je compte sur toi. Tous les événements, ceux qui bouleversent le monde, ceux qui peuvent changer votre vie. Toute l'information dans le Trésor de Jean-Pierre Pernaut sur La Une. Anne Sinclair, Jean-Marie Colombani et Alexandre Tarta en direct de Conflans-Sainte-Honorine avec Michel Rocard pour un question à domicile spécial élection présidentielle. Notez bien le rendez-vous sur La Une ce dimanche dès 19h. Un mercenaire implacable, un tueur à gages insatiable et un duel impitoyable pour Jean-Paul Belmondo et Bruno Kremer dans L'Alpagueur, un film de Philippe Labro que vous pourrez suivre à 20h45. Le premier journal, la météo, les sports, les pronostics du tiercé et l'horoscope, ce sera dans Bonjour la France, Bonjour l'Europe avec Jean Fredo et ce dès 7h du matin. Vous savez tout, alors passez une très très bonne nuit, faites de jolis rêves et à tout à l'heure sur La Une. Bonsoir.